Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neid Balk. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot, Homo Micro. Avec nous ce soir, une émission très culturelle qui va parler art grâce à notre ami Eric Brulin, chronique Guédard ce soir, n'est-ce pas? C'est ça, oui, je vous avais annoncé il y a quelques temps qu'on ferait quelques chroniques autour de l'art. Eh bien, on va continuer cette série qu'on a commencée avec Grayson Perry. Et ce soir, on accueille Edgar Saillant. Bonsoir Edgar, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Un autre artiste qui s'appelle Vénus, un artiste pluridisciplinaire qui est photographe, illustrateur et sculpteur. Bonsoir Vénus. Bonsoir Brahim. Merci également d'avoir répondu à l'invitation. Très bien. Il est toujours invité quand il est disponible, quand il peut venir, donc il va se rapprocher du micro orange. Cyril Legan, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va super. Ouais. Alors toi, en ce qui te concerne, tu vas bien sûr nous présenter le gigantesque festival du film Chéri, qui va démarrer dans quelques jours, n'est-ce pas? Exactement, ça démarre samedi pour une édition exceptionnellement longue de 10 jours, du 17 au 27 novembre. Ouais. Voilà. Et ce soir, tu viens pas avec n'importe qui, très bien accompagné, un garçon qui s'appelle Mehdi Mescar, qui est l'acteur principal de la série Les Engagés, dont la saison 2 sera présentée en exclusivité à Chéri ce samedi, le 17 novembre. Bonsoir Mehdi, merci d'avoir répondu à l'arrache à cette invitation. Bonsoir Brahim, merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Acteur principal, ça fait 2 ans maintenant. C'est ça, ça fait 2 ans. Donc la saison 2, le premier épisode est sorti là il y a quelques heures. Donc 2 saisons et 2 années en tant qu'Hicham dans Les Engagés. On aura l'occasion tout à l'heure de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, la série des Engagés, que vous nous présentiez cette 2e saison. Bonsoir à notre ami qui nous filme et un petit coucou à Daniel pour notre chaîne YouTube. Et Isabelle, comment ça va? Bonsoir pour la partie son. Bonsoir, ça va et vous? Ça va, merci. Côté musique, qu'est-ce que tu nous as programmé ce soir, Isabelle? De la musique qui réchauffe le corps. Qui réchauffe le corps? Ouais, j'ai décidé de réchauffer les corps. Ouais. Ça tombe bien avec nos artistes, justement. Ils adorent les corps, justement. Ils vont nous faire découvrir tout ce qu'ils font. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement, ou tu nous laisses la surprise? Ce sera Cléo Sol et Palatine. Merci de rester avec nous. Alors Eric, tu es donc venu avec un invité de prestige. Oui, tout à fait, un peintre. Et d'ailleurs, je vais vous encourager à aller dès maintenant, sur vos téléphones portables, sur le site www.artien.com, parce que c'est toujours frustrant quand on fait de la radio de parler de quelqu'un qui travaille sur des arts visuels. On a vraiment envie de partager, de montrer les belles choses qui sont faites, et évidemment la radio on ne peut pas le faire. Donc regardez bien son site artien.com pendant cet entretien, où vous aurez une meilleure idée du travail d'Edgar. Alors pour commencer, Edgar, j'aimerais bien, comme on le fait généralement quand on a un invité ici, que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, en quelques mots. Moi je m'appelle Edgar, je suis né en Argentine. J'ai fait mes études des beaux-arts là-bas et je suis venu après en France pour continuer les études d'art. Je suis en France depuis une 30aine d'années. Oui. Et je travaille toujours la figure. La figure, en ce moment, c'est le masculin depuis quelques années. Mais j'ai toujours travaillé la figure humaine. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que je suis allé dans ton atelier samedi. On s'est rencontrés là. Tu m'as montré ton travail et j'ai pu l'apprécier au-delà de ce qu'on voit en photo sur Instagram, par exemple. Et il y a 2 choses, moi, qui m'ont vraiment frappé. Alors, évidemment, et on va y revenir après, c'est la représentation que je trouve très touchante du corps masculin, avec une facture qui est particulièrement classique, ce qui est peu commun finalement aujourd'hui. Alors pour donner une idée à nos auditeurs de ce que c'est qu'une facture un peu classique, c'est un travail avec une vraie maestria à la fois dans le dessin, dans la touche, dans la couleur, un peu comme on les retrouve chez des grands maîtres qu'on voit au Louvre ou comme chez le Caravage par exemple, pour lequel on peut assister à une exposition en ce moment. Alors ma première question, c'est comment t'es venu ce goût pour la peinture
Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette technique, on va commencer la technique, plutôt qu'une approche très contemporaine, comme on en voit un peu plus maintenant? Alors moi, la peinture vient vraiment tout jeune. Quand je dis tout jeune, je pense que j'avais 3 ans, je savais déjà que j'allais être peintre. Et j'ai beaucoup de mémoires de la petite enfance. Le rapport à la beauté, ça vient aussi de cette époque. Je me souviens très bien, tout jeune, avoir été ébloui par la beauté d'un homme. Donc je pense que j'étais un enfant gérontophile. J'ai été subjugué par la beauté d'un homme adulte. Et bizarrement, toute ma vie, ça va devenir le fil conducteur de toute ma vie, l'art et la beauté, en fait, la beauté masculine en l'occurrence. Pourquoi la technique classique? J'ai fait des études d'art donc en Amérique latine et je suis venu en France parce que je voulais à tout prix apprendre les techniques des maîtres anciens. Il faut penser qu'il y a 30 ans, c'était plus du tout enseigné dans les écoles depuis les années 60, donc c'était un peu de l'archéologie. Hein. Moi, j'étais copiste au Louvre pendant 6 ans. J'ai fait de l'archéologie, des littératures, des techniques de la peinture ancienne parce que ça n'existait plus. À l'époque, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas tous ces outils, donc il fallait trouver les bouquins, il fallait que ces bouquins soient traduits dans la langue qu'on parle, des techniques qui avaient complètement disparu. Donc ça a été des années au Louvre, des travaux, des copier des maîtres et d'étudier aussi les techniques anciennes. Et du coup, ces maîtres au Louvre qui t'ont inspiré, est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré plus que d'autres? Le Caravage. Je pense que moi, je devais avoir 16-17 ans quand il y a eu le film d'Eric Jarman, Le Caravage. Donc, un film qui, moi, m'a bouleversé parce que, d'une part, c'était l'esthétique baroque avec les clairs-obscurs et cet aspect dramatique de la figure. Et d'une autre part, dans le film, c'est très bien suggéré, cette ambiguïté. Donc, Caravage, on sait que c'est une vision d'un artiste homosexuel. Donc, voilà, ma source d'inspiration, c'est vraiment le Caravage. Il t'a bien inspiré, on le voit dans ton travail. On voit une grande maîtrise dans tes toiles. Alors, quelle formation tu as reçue? J'ai fait une dizaine d'années d'études. J'aimais bien étudier. Donc, je ne comptais pas. J'ai fait Beaux-Arts. Après, j'étais, comme je disais, au Louvre. Donc, après, c'était des études en solo. Donc, j'allais dans différents profs, j'allais dans des stages. Je suis allé dans différents pays faire des stages avec différents maîtres. Mais c'était surtout la confrontation aux tableaux anciens, aux maîtres anciens, en fait. Et la confrontation qui fait qu'on peut apprendre la matière. C'est des métiers longs à apprendre, en fait. Hein. La maîtrise de la peinture, c'est comme la maîtrise du violon, comme la maîtrise du piano, c'est des années. Hein. Si on veut s'élancer là-dedans, si on n'a pas 10 ans devant soi au moins, c'est pour la technique un peu classique, j'entends. On peut le faire de 1000 façons différentes. Mais moi, je voulais avoir les techniques anciennes. Tu as réalisé aussi plusieurs expositions, notamment aux Pays-Bas. Et tu as également collaboré à de nombreux projets artistiques ainsi qu'à des publications. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de tes réalisations? Alors, j'ai exposé dans beaucoup de pays. Dernièrement, c'est aux Pays-Bas parce que je travaille avec une galerie qui s'appelle Mooiman. C'est une galerie qui travaille sur le nu masculin. Donc, une galerie qui est très engagée pour les droits LGBT, pour les migrants LGBT, une galerie qui est extrêmement engagée. D'ailleurs, une petite parenthèse, il a été à nouveau attaqué. Les vitrines de la galerie ont été abîmées. Encore une agression homophobe. Mais j'aime bien travailler avec cette galerie parce qu'il y a cet aspect d'engagement. Sinon, j'ai travaillé avec des galeries aussi, des galeries d'art traditionnelles. J'ai exposé à New York, en Argentine, en Espagne, en France. Enfin, un parcours un peu dans des divers pays. Sinon, des expériences artistiques, j'ai touché un petit peu une expérience au cinéma, parce que, par exemple, un film avec Marion Cotillard, Stanislas Merard, où il fallait, le film Furia, où il fallait en fait ces deux jeunes résistants dans un climat de dictature. Ça me parlait bien, parce que j'ai vécu en Argentine sous la dictature. Et donc, il s'est laissé des messages dans les murs de la ville, des messages par image, donc codés. Et on a fait les tournages au Maroc, à El Jadida. Donc après, c'est des expériences, parfois des performances, parfois un peu touche à tout, mais mon fil conducteur, ça a toujours été quand même la peinture classique que j'enseigne aussi. Eric?
Et dans le cadre de ce fil conducteur, il y en a un qui est la représentation du corps, un sujet de prédilection. Même si tu abordes aussi d'autres sujets, pas seulement celui-là, il y a d'autres tableaux que des tableaux sur le corps masculin, mais c'est quand même un thème central dans ton approche. Et quand on regarde ces portraits masculins, alors même quand ils ne sont pas érotisés, on ressent immédiatement la beauté des sujets qui émergent de manière vraiment magnétique. Moi, j'étais vraiment frappé par la beauté de certains visages, parfois d'hommes qui ne sont pas du tout dans les canons masculins qui peuvent m'attirer habituellement. Mais vraiment, cette beauté, elle jaillit. Alors, je voudrais que tu nous dises déjà comment tu es venu à la peinture de portraits masculins, vraiment masculins. Mais ça me plaît ce que tu dis quand tu arrives à percevoir la beauté d'un code qui n'est pas ton code de désir, en fait, ni ton code, encore moins ton code érotique. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout l'homme pour parler de l'érotisme, mais la beauté dans le masculin. La beauté, je pense que déjà, j'ai un langage qui essaye de traduire la beauté telle qu'elle est. Donc, c'est une peinture réaliste, je n'interprète pas. J'essaye de me conformer le plus près possible à l'exactitude du corps. Et la beauté, moi, je trouve que c'est une notion absolument puissante. Parce que quand on est confronté à la beauté, on est confronté à quelque chose où le mental s'arrête. Et quand le mental s'arrête, c'est mes structures sociales, mes structures de la personnalité, c'est bug. Pour ainsi dire. Je peux imaginer, par exemple, quelqu'un de raciste, par exemple un antisémite qui dit « j'aime pas les juifs ». Quand il est confronté à la beauté d'un Israélite, la beauté déglingue complètement la structure mentale. Et j'aime cette puissance dévastatrice de la beauté qui nous fait parfois constater des choses qu'on n'aurait pas soupçonné. D'ailleurs, trouver très beau quelqu'un de très âgé ou quelqu'un de gros. Enfin, c'est pour ça que j'ai peint de différents masculins, des différentes couleurs de peau et des différents masculins, parce que parfois c'est très féminin, parfois c'est très masculin, parfois c'est un peu vieillissant, parfois c'est très jeune. Tout ça, c'est pour parler des différents codes de beauté. Tu as aussi peint des très très beaux garçons. On va faire frémir nos auditeurs, parce que tu as peint François Sagat, par exemple, une star du porno très connue. Tu as fait un nu de lui, et pourtant ce nu, il révèle énormément de fragilité. Tu peux nous parler un peu de cette façon que tu as de représenter la nudité aussi, pour faire jaillir d'autres choses que l'érotisme? Oui, mais par exemple, avec François, ce qui m'a plu, c'est justement une icône du porn, le représenter en peinture. Moi, je l'ai vu comme une beauté grecque extrêmement symétrique, un visage presque d'un pantocrator, d'un Christ sauveur. Il dégage une beauté très, très sereine et très... Mais bon, mes codes et mes archétypes sont l'histoire de l'art. Donc, j'étais content de justement confronter François à autre chose que le regard d'un photographe qui va être soit des modes, soit dans l'érotique. Et ça m'a beaucoup plu pour ces contrastes-là. Si vous avez l'occasion de voir ce portrait qui est disponible sur ton site, c'est vraiment saisissant, comme on voit toute sa fragilité, sa beauté. Et on oublie presque le côté sensuel et sexuel qu'il a habituellement. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. Alors, il y a 2-3 semaines, j'avais parlé de l'exposition Grayson Perry. Alors, vous avez vraiment des styles très, très différents. Je ne sais pas si tu as vu son expo, mais je trouve qu'il y a un point commun, c'est que vous avez tous les deux, même si votre approche est très différente, vous traitez de la représentation de la masculinité. Et moi, j'aimerais que tu nous dises ce qui, selon toi, fait aujourd'hui l'homme. C'est quoi l'homme aujourd'hui ? Par exemple, avec cette exposition, je pense que le point en commun, c'est qu'on conteste l'hégémonie viriliste, en fait. Quand j'essaye de réveiller, disons par exemple, quelqu'un d'homophobe qui pourrait arriver à trouver très beau un nu masculin. S'il arrive à trouver cette beauté-là, je trouve que c'est une petite victoire. Oui. Donc, pour justement remettre en cause cette hégémonie viriliste et machiste. Du coup, je ne suis plus ta question. je suis parti sur l'exploit. C'était sur ta vision de la masculinité. La masculinité, en fait.
Oui, moi je parle souvent du masculin sacré. Le masculin sacré, pour moi, je pense que toute notre société, elle est tyrannisée par un masculin qui n'est pas sacré. Quand je dis sacré, ce n'est absolument rien de religieux, mais c'est sacré au sens mythique. Ouais. Et pour moi, les masculins sacrés, c'est le masculin qui peut reconnaître le féminin sacré. Ouais. Donc c'est ces deux aspects du un. Mm-hmm. Et c'est quand le masculin sacré peut reconnaître le féminin sacré, il y a un tout qui se crée. Et c'est le masculin qui n'a plus besoin de chercher à prouver sa force, en fait, qui n'est pas dominant, qui a sa force. Le masculin sacré, ça a une force qui émane de lui sans guerre. Selon toi, Edgar, alors quelle est la place qu'occupe l'art dans la communauté gay actuellement ? Moi, je pense que la communauté gay est très friande d'art, hein. En ce qui concerne la représentation du nu masculin, c'est souvent, dans la communauté gay, c'est toujours un peu érotique. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler autre chose, parce que bon, c'est pour apporter une pièce de plus. Je pense qu'on est dans une époque où on peut commencer aussi à s'affranchir de cet aspect sexuel, de l'homosexuel. On n'est pas que des sexués. Hein, on est des âmes avant tout. Donc, quand on tombe amoureux de l'âme de quelqu'un. C'est bien dit. Ouais. La sexualité, homosexualité, c'est le regard hétéro, en fait. Dernière question, Eric. Alors donc, ton atelier est à Montreuil, en région parisienne. Alors, je sais que tu proposes pas mal d'activités différentes. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, mais je donne des cours parce que je transmets cet enseignement de la peinture. Puis j'ai enseigné, fut un temps, j'ai enseigné aussi le yoga. Parfois, j'ai fait des stages de méditation et de peinture. Je suis un féru de méditation aussi. Je trouve que c'est un art très complet, la méditation. Et bon, c'est mon lieu d'expérimentation aussi avec les gens, avec l'enseignement, avec des propositions parfois de différentes activités, des expos aussi. On va en rester là peut-être parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Effectivement, oui. Alors, merci en tout cas d'être venu parler de ton travail, de ta vision de la masculinité. Rappelle-nous ton site internet, l'adresse. C'est artien.com. Ouais. C'est ARTIEN. Merci. Un petit mot concernant Mehdi et Vénus. Qu'est-ce que vous pensez ? Je suis sûr que vous irez visiter cette exposition. Ils ont regardé le très beau portrait de François Saga. Vénus ? Toute ton approche sur la beauté et qu'elle transcende, qui a fait tomber des barrières, ça me parle énormément. Ouais. C'est vrai que sur une exposition bondage, en travaillant la beauté, j'ai pu faire comprendre à ma mère que ça pouvait être beau. Ouais. Exact. Mehdi ? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ta vision sur la masculinité. J'en parlais avec un ami il y a quelques jours. C'est quoi la masculinité ? Et tu as donné une belle réponse, je trouve, à cette question-là. Merci. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission, Edgar ? Avec plaisir. Tu voulais peut-être intervenir aussi, pardon, Cyril. Je reviens toujours à la même chose, mais juste préciser que François Saga sera à Chéri Chéri pour le film de Bruce Labrousse, le nouveau film de Bruce Labrousse qui s'appelle It's Not the Pornographer That Is Perverse. Il y aura une grande soirée au dépôt ensuite. Ah oui. Excellent. Merci d'avoir passé l'information. Homo Micro. Nous sommes toujours avec Edgar Sayen, artiste peintre que vous venez d'entendre, mais aussi Vénus que vous entendrez tout à l'heure, artiste pluridisciplinaire, mais aussi Mehdi Mescar dans quelques instants. Il va nous parler des engagés saison 2. Daniel nous filme toujours et pour la partie son, Isabelle est avec nous, Eric Brulin, bien sûr, qui reste jusqu'au bout de l'émission. Mais nous allons tout de suite maintenant parler de festival du film qui va se dérouler du 17 au 27 novembre. Nous sommes avec le président du festival, Cyril Le Gall. Rebonsoir. Rebonsoir. Toujours. Alors, ce festival, parle-nous un peu du programme et de ses nouveautés avant de parler des engagés. Alors, la nouveauté, justement, c'est le week-end de Before, puisque l'ouverture officielle du festival, c'est le mardi 20 novembre, avec le film La Favorite de Yorgos Lanthimos. C'est un film très attendu, c'est avec Emma Stone, un triangle amoureux lesbien au temps de Mary Stewart. C'est un film Fox, donc c'est vraiment une grosse exclue, il ne sortira pas avant février.
Et d'ailleurs, on est le seul festival LGBT au monde à avoir ce film. Non, mais Ouais. c'est vrai. Oui, parce que souvent, les distributeurs, ils se posent des questions. Est-ce qu'on peut mettre un film comme ça qui est assez mainstream, enfin, je veux dire, qui s'adresse à beaucoup de monde. Ils ont toujours peur d'enfermer dans des festivals. Donc, on sent qu'il y a une évolution quand même dans le bon sens de ce point de vue-là. Et on est très, très heureux d'avoir ce film. Mais justement, avant l'ouverture, avant le 20, on a un week-end spécial série à Beaubourg, avec 2 jours consacrés en fait à tous les formats qui sortent du film traditionnel ou du court-métrage traditionnel, qui sont voilà, des web-séries, des séries plus traditionnelles, des téléfilms aussi, et notamment effectivement les engagés qui seront là le samedi soir avec toute l'équipe. Et il y aura aussi un téléfilm très attendu qui va être diffusé dans quelques temps sur Arte, qui s'appelle Jonas, avec Félix Marito, que vous avez pu voir dans Sauvage, ce film événement qui est sorti cet été. Il y aura aussi, pour les filles, bien sûr, une série documentaire qui passera aussi sur Arte, qui s'appelle Chicks on Boards, sur des surfeuses lesbiennes, féministes. Il y a la série de Chloé Robichaud, Féminin. Et puis, voilà, donc ça c'est pour le côté série. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté du festival. Et puis après, plein d'invités, comme chaque année. On aura donc la surprise. Bon, ça se déroule dans plein de cinémas parisiens. Est-ce que tu peux nous citer un peu le nom des salles ? Oui, alors pour l'ouverture et la clôture, c'est à MK2 Bibliothèque, dans la grande salle, parce que effectivement, on était un peu à l'étroit dans les autres salles MK2. Donc, pour le reste du programme, c'est tous les soirs à partir de 17h au MK2 Quai de Seine. Et à MK2 Beaubourg, toute la journée, tous les jours, sur 2 salles. Tu parlais tout à l'heure donc, de la série Les Engagés. Alors, pour parler un peu de la première saison, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu la première saison des Engagés, qu'est-ce que tu pourrais dire ? C'est peut-être plutôt à Mehdi qu'il Oui, faut tout de suite. laisser présenter sa série. Mehdi, donc comédien et acteur principal des Engagés. Donc, tu as fait partie, bien sûr, de la saison 1. Alors, présente-nous cette saison 1 pour ceux qui ne l'ont pas vue et donne-nous envie de découvrir la 2. D'accord. Alors, Les Engagés, dans la saison 1, on a pu suivre l'histoire d'Hicham, que j'interprète, qui part de chez lui à Saint-Étienne et va rejoindre une asso LGBT à Lyon. Saint-Étienne, un peu. Ville où je suis né en plus. C'est fait exprès ? Comment ? C'est librement à Saint-Étienne, c'est fait exprès ? Écoute, peut-être que Sylvain l'a fait exprès. Donc... Mehdi est censé aller à Saint-Étienne présenter la série d'ailleurs. Ah oui, en plus. Ouais. Dans 2 semaines. Ouais. Et donc Hicham part de Saint-Étienne pour aller à Lyon rejoindre une asso LGBT parce qu'il y a ce garçon qu'il avait rencontré quelques temps avant qui s'appelle Thibaut. Et c'est le seul gay qu'il connaît, la seule personne qui peut un peu le reconforter dans le questionnement qu'il a à ce moment-là de sa vie. Et donc, il arrive à Lyon et en rencontrant Thibaut, il rencontre toute la panoplie de personnages que tu peux retrouver dans une asso LGBT. Donc, Sullivan, l'auteur, qui avait lui-même milité à l'époque, il a réussi vraiment à montrer toutes les différentes personnalités qui peuvent aussi faire partie d'une asso LGBT. Donc, il y a aussi tous les contrastes qu'on peut retrouver dans une asso LGBT. Et donc, Hicham, tout au long de la saison 1, il va se questionner sur lui-même, sur son rapport à son homosexualité. Et cette saison 2, elle est plus tournée vers l'autre. Donc, plus qui est l'autre, qu'est-ce que l'autre a de différent de moi ou pas. Donc voilà, je dirais que c'est ça vraiment la différence entre la saison 1 et la 2. Ouais. Et alors, la 2, donc elle s'annonce, elle se joue de novembre à décembre. C'est court, je trouve, mais... c'est court. C'est une série c'est un format qui fait 10 fois 10 minutes. Donc, c'est 10 épisodes de 10 minutes. 12 minutes. 10, 12. En fait, selon les épisodes, il y en a qui sont plus ou moins longs. Mais effectivement, ça arrive jusqu'à 12, 13. Je crois même le dernier épisode. Oui, c'est court. Et en même temps, c'est ce que les productions d'aujourd'hui ont eu le courage de faire. À Arte Company, qui produit
a vraiment travaillé très très fort et très longtemps pour pouvoir permettre à cette série d'exister. Et donc, tant qu'il n'y aura pas des gens qui miseront plus d'argent sur ce genre de série... Ouais. Mais ça viendra en tout cas. Bien sûr, ça viendra. Ouais. Alors comment on t'a choisi toi comme acteur principal pour cette deuxième saison et comment s'est fait le choix? Est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau du casting? Bien sûr. Alors, pour la saison 1, ça s'est passé... c'était assez drôle parce qu'en fait, alors Sullivan m'avait déjà vu sur une autre série avant, qui s'appelle... Sullivan que nous avons reçu il y a quelques temps au micro, effectivement. Qui est l'auteur de la série Sullivan Le Postec, et m'avait vu dans une autre série. Et puis, le hasard a fait que j'avais croisé un réalisateur à un moment donné, et puis il y a un changement de réalisateur, et j'ai croisé un autre réalisateur quelques soirs après. Et donc, ils m'ont dit, écoute, Mehdi, il y a cette série sur laquelle il y a un rôle qui pourrait te correspondre, viens faire le casting. Donc, j'ai vraiment fait ça comme on peut faire d'habitude. J'ai passé un casting, et puis il y a eu plusieurs castings. C'était un processus quand même qui ne s'est pas concrétisé tout de suite. Mais finalement, voilà, j'ai eu le rôle par casting. Ouais. N'hésitez pas à les inviter si vous avez des questions. Je sais que Cyril en a aussi. Tu ne connais pas la série, Eric, mais je suis sûr que tu iras voir la deuxième saison. Oui, je la connais de nom, Ouais. mais je ne l'ai jamais regardée. Ouais, et c'est ce que je disais à Mehdi tout à l'heure, il va falloir que je m'y mette. Ouais. Alors justement, pour aller la regarder avant de laisser la parole à Cyril, comment fait-on et où va-t-on pour regarder cette série-là? Donc, Les Engagés, la saison 1 et la 2 sont diffusées sur Studio 4. C'est la chaîne YouTube de France Télévisions. Donc, on peut la trouver sur YouTube gratuitement en France. Et puis, en fait, la série sera aussi diffusée sur TV5 Monde un peu plus tard dans l'année. Et aussi partout dans le monde, donc autant en Argentine qu'au Maroc. Au Maroc aussi partout dans le, je crois que vraiment TV5 Monde permettent à la série d'arriver partout dans le monde. Donc, Cyril, peut-être qu'il a plus de... Il ne faut pas oublier la sortie en DVD aussi. Bien c'est sûr. les gens qui aiment les supports physiques. Comme Eric Garnier. Le 6 décembre, Ouais. voilà. Et sur la plateforme queerscreen.fr, qui est une plateforme de VOD par abonnement 100% gay. Edgar, est-ce que tu connaissais la série? J'avais vu, par des acteurs que je suis sur Instagram, j'avais vu les photos backstage, mais je n'ai pas encore regardé la série. Non. C'est Claudius? C'est Adrien de la Vega. Ah, c'est Adrien, ok, que tu Qui devait venir ce soir, mais il est souffrant, donc on que le j'avais demandé réinvitera. de poser pour un portrait d'ailleurs. Ah bon? Ah oui. Ah ouais? Et alors, qu'est-ce qu'il il avait... On a échangé là-dessus, on ne s'est pas encore rencontrés. Ouais, il va écouter l'émission, donc tu lui proposes un autre rendez-vous? Ah ben pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Très bien. Vénus? Non, je connaissais pas du tout la série. Ouais. Mais non, c'est sûr, je vais y aller. Je vais aller voir. En tout cas, vous savez qu'on a beaucoup de chance d'avoir Mehdi ici ce soir parce qu'il est toujours parti en tournage à l'étranger. Je ne sais pas d'où tu reviens, là. Il parle 5 langues. Donc c'est vraiment... on a eu beaucoup de chance. Tu as tourné dans tout ça, là? Là, je viens de terminer une série québécoise qu'on a tournée à Montréal pendant 1 mois et demi. Et puis 2 semaines en Afrique du Nord. Donc, je suis rentré samedi tout juste. Et juste avant, pareil, j'étais en Allemagne pour un autre film. Donc, ça fait à peu près 8 mois que je n'étais pas à Paris. Et je suis rentré samedi. Donc, c'est vrai que c'est cool. C'est vraiment une chance de t'avoir là ce soir. En fait. Et je suis content d'être là aussi. Merci, vraiment. Eric, tu souhaitais poser une question? Justement, tu as répondu par anticipation. Je souhaitais savoir sur quel projet tu travaillais en ce moment. Et voilà, tu nous as répondu, du moins au niveau des localisations géographiques. Tu nous as pas trop dit de quoi il s'agissait. C'est une série que je viens de tourner au Québec. C'est une série qui s'appelle Le Monstre, inspirée d'une histoire vraie d'Ingrid Falaise. C'est une jeune femme qui, à l'âge de 17-18 ans, a rencontré un homme, un jeune garçon aussi, avec qui elle a eu une histoire d'amour très passionnelle, très intense, qui a viré petit à petit en relation abusive, toxique, jusqu'à la violence conjugale. Donc j'ai joué ce personnage de pervers narcissique, et c'est vrai que c'était super intéressant de jouer ça après une série comme Les Engagés, où je joue justement un personnage en découverte de lui-même. Voilà. Et c'est une série, c'est le livre Le Monstre, il est d'ailleurs ici sorti en France, et ça a été un très très gros succès au Québec, et sur le coup la série est très attendue là-bas aussi, donc j'ai hâte de voir aussi comment ça va résonner sur le public québécois. En jouant dans cette série, on peut dire aussi que tu as découvert l'univers LGBT?
Bien sûr, bien sûr. J'ai découvert l'univers LGBT. Je l'ai plus que découvert, je dirais que je l'ai aussi exploré d'une certaine façon. Pas juste parce que je connaissais déjà le milieu LGBT, mais oui, j'ai pu aller plus loin dans ma relation au milieu LGBT. Oui. D'accord. Peut-être de recevoir des témoignages de gens enfin qui se reconnaissent dans le personnage ou qui te posent des questions. Peut-être aussi par rapport à tes origines, non ? C'est sûr que ce que j'ai trouvé étonnant, parce qu'en tant que comédien, quand on tourne quelque chose, on a la conscience de ce qu'on est en train de faire, de l'engagement qu'un projet peut avoir. Et puis là, c'est les engagés, donc c'est vraiment clair qu'il y a un engagement. Mais la première fois que j'ai reçu un message sur Instagram où quelqu'un te dit « Ça a changé ma vie, cette série, merci, grâce à toi, grâce à vous, j'ai pu enfin être qui je veux montrer à mes parents, à mes amis, etc. » C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fort pour moi et puis pour nous tous, je pense. Et jouer dans une série comme Les Engagés, est-ce que ça peut, dans l'avenir, si jamais tu comptes bien sûr poursuivre ta vie en tant qu'acteur dans le cinéma, qu'à un moment donné, qu'on évite de te proposer des rôles parce que tu as joué dans ce type de série, ou non, pas du tout, tu n'as pas de crainte à ce niveau-là? Et ce qui est drôle, c'est que c'est une crainte que peut-être on pouvait avoir, je pense, il y a plus maintenant, quelques années, mais en tout cas, moi, ça ne me fait pas peur. Je pense qu'il y a d'autres acteurs à qui ça fait encore peur, mais au final... non, moi personnellement, non, j'ai pas peur d'interpréter, parce que c'est très drôle en fait. Même le personnage que je viens de jouer au Québec, par exemple, je joue un méchant entre guillemets, tu vois, si on veut résumer le personnage, et c'est toujours la même question: est-ce que tu veux vraiment jouer un méchant? Tu vas être enfermé là-dedans. Donc non, j'ai pas peur d'interpréter un rôle. Si le personnage me touche d'une certaine ou le projet me touche, je vais l'interpréter sans regret. On a vu en plus récemment des gens comme Pierre Deladonchamp qui ont interprété pas mal de rôles de gays et qui passent aussi bien dans des films où ils jouent des hétéros que des gays. Enfin, ça commence à bouger. Il y a eu effectivement des périodes où c'était plus compliqué. Edgar, oui. C'est justement ça, aller au-delà du sexuel. Ouais. De considérer l'homosexuel comme à part entière. En fait. Effectivement. Ce n'est plus cette réduction qu'on a toujours fait de celui qui couche avec. Ouais, effectivement. Mais on voudrait en fait voir cette série carrément, franchement, sur France 2 par exemple. Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer une case Les Engagés sur France 2 avant le journal de 20h par exemple? Je pense qu'on peut imaginer. Ouais. Après, est-ce que France Télévisions est prêt? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Sullivan, donc encore une fois l'auteur, la production et puis aussi toutes les personnes qui diffusent sont en train de travailler dessus. C'est vrai qu'on avait un petit espoir après le succès de la saison 1, qui était quand même un succès par rapport aux moyens qu'on avait. On espérait avoir une petite place chez France Télévisions dans la télé, la vraie télé, entre guillemets. Mais ça viendra. Alors, quand on parle de succès, c'est quoi? On raisonne en quoi? En téléchargement? Quand c'est sur YouTube, c'est quoi en fait le taux d'audience? Donc, alors, le taux d'audience exact, moi je t'avoue, je le sais pas. Mais il y a eu au total presque 1 million de vues, ce qui est quand même assez c'est pas négligeable. Voilà, pour une série comme ça, entre guillemets, qui s'attendait pas en fait le succès. Donc c'est à la fois le nombre de vues, c'est aussi la fidélité en fait des spectateurs qui en ont vraiment redemandé. Il y a une vraie communauté qui s'est créée derrière Les Engagés. Et puis aussi un succès en festival. La série a fait beaucoup de festivals. Elle a gagné le prix de la meilleure série digitale à La Rochelle, qui est le plus gros festival de séries en France. Donc voilà, c'est le succès. Donc c'est à la fois chez les gens du métier et puis chez le public. Est-ce que tu peux nous citer un peu les acteurs qui jouent dans Les Engagés? Bien sûr. Donc, le nom des acteurs et actrices. Oui, alors il y a Éric Pucheux qui joue Thibaut, donc le garçon que Hicham va rejoindre à Lyon. Il y a Adrien de la Vega
que vous deviez recevoir ce soir. Et qui viendra par la suite. Voilà, qui viendra par la suite. Comme tu pouvais être là, on lui a dit non, tu viendras une autre fois. C'est ça, Adriane. Et donc Adriane qui joue un jeune personnage trans dont Hicham va ressentir, disons, des sentiments un peu plus forts que juste amicaux. Et puis il y a aussi Malika Asgag qui joue Kenza, une jeune réfugiée tunisienne. Donc voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont rejoints cette saison 2. Et puis aussi il y a tous les anciens comme Denis D'Arcangelo, Romain Augereau, Claudius Pan, Claudine Charrière, enfin voilà. Alors redis-nous, à quel moment on peut donc voir la saison 2 et comment on peut faire sur YouTube? Donc la saison 2 a démarré ce soir à 19h, donc il y a 2h13 exactement. Donc vous pouvez la voir sur YouTube en tapant Les Engagés saison 2 sur Studio 4 et puis bientôt sur TV5 Monde. Merci Hicham d'avoir répondu à l'invitation. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Hicham. Il s'appelle Mehdi, t'as dit Hicham. C'est le personnage, ça y est, il se confond. Déjà, voilà. Parce entre réalité et fiction. J'ai vraiment envie d'aller voir la saison 2 en tout cas. Est-ce qu'on a le temps de donner quand même quelques temps forts de Chéri Chéri? Oui. Du coup, on a un peu abrégé mon intervention, mais je voulais juste rappeler qu'effectivement, il y avait... pas mal d'invités. On a bien Ariel Dombal qui est une habituée du festival qui vient présenter son nouveau film Alien Crystal Palace. On a Rupert Everett, et ça c'est quand même un événement qui vient présenter The Happy Prince, son film biopic sur Oscar Wilde. Et d'ailleurs le petit-fils d'Oscar Wilde sera là aussi. Ah oui? Oui, donc ça c'est le lundi 26. On aura les Cocky Boys, j'en parlais tout à l'heure, qui seront là pour le nouveau film de Bruce Labrousse. Et puis, le film de clôture est un événement également, c'est Boy Erased, avec Nicole Kidman, Russell Crowe et le chanteur Troye Sivan, notamment, sur les thérapies de conversion qui commencent tout doucement à arriver en Europe, qui sont assez répandues aux États-Unis. C'est un film très poignant. Merci, mais tu nous rediras ça en fin d'émission si tu veux. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Alors. Tout à l'heure. Merci. Homo Micro. Éric Brulin est ton invité. Alors, comment tu as fait pour le convaincre pour qu'il participe à notre émission, Éric? Ça n'a pas été trop dur, Edgar. Non, c'était un plaisir. Ouais. On s'est contacté tout bêtement. J'ai vu son travail sur Instagram. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai contacté. Il m'a dit passe à l'atelier. On a regardé ses œuvres. On a papoté. On a dû s'interrompre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir après pour poursuivre ces discussions passionnantes qu'on a eues. Vraiment. Et en ce qui te concerne, toi, Cyril, comment tu as fait pour convaincre assez rapidement notre invité Mehdi Mescar? Parce que j'ai beaucoup de réseaux et il me doit beaucoup. non, mais je suis très content de faire cette émission avec lui en plus, vraiment. Et nous sommes donc avec notre troisième invité qui fait aussi de l'art, Vénus. Alors, tu es artiste pluridisciplinaire. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, disons que j'ai un travail artistique qui parle de photos, de sculpture, de dessin, beaucoup d'illustrations. Ouais. Et c'est venu... disons que je travaillais dans la mode et du coup, tu fais des produits pour qu'ils soient vendus, ce genre de choses. Et à un moment donné où j'ai commencé à travailler librement, sans influence, et là, tu commences à te questionner et à pouvoir travailler sans parler marché et essayer de savoir ce que tu as envie d'exprimer. Et du coup, c'est tombé sur ma sexualité que je questionne tout le temps. Donc, du coup, les médiums, après, sont très différents parce qu'on peut être très... je suis d'une vieille génération et les références n'étaient pas énormes à part l'art classique qu'on pouvait trouver dans la Renaissance avec Vinci ou avec d'autres artistes. Et du coup, tu te crées en travaillant des photos, en cherchant c'est quoi la beauté, en la questionnant, en sachant qu'est-ce qu'elle peut dépasser comme limite, qu'est-ce qu'elle peut faire fondre comme barrière, et puis toi, où tu te retrouves et où tu commences à être heureux. Alors, justement, tes thèmes de prédilection, c'est quoi exactement?
Mes thèmes de prédilection, c'est effectivement la beauté masculine, dans ce qu'elle peut être libre, espiègle, la poésie aussi, le côté gratuit de la beauté et surtout sa liberté d'expression. On voit que tu aimes vraiment jouer un peu avec les corps et avec les formes. Tu confirmes vraiment ? Oui, beaucoup. Étant illustrateur, en fait, comme ma base est le dessin, même en photo, quand je prends une photo, je pense à la redessiner après et à la travailler. Donc lumière, forme, et puis surtout twister les éléments de la réalité pour exprimer la liberté d'être ce que je suis, un gay, heureux. Ouais. Alors justement, à travers tout ça, on aura l'occasion donc, de voir tes réalisations donc, dans une exposition que tu vas nous présenter. Ça se passe depuis déjà quelques jours jusqu'au 13-14 novembre. C'est une exposition initiée par Candice Netchich, qui est une photographe et qui avait été touchée par le texte de Laurence Aubaine, une Française expatriée en Californie, sur les attentats du 13 novembre 2015. Et du coup, elle a eu envie d'illustrer ce texte qui parlait de la liberté d'être libre dans Paris et bon, évidemment par extension dans le monde. Donc elle a illustré ses photos, enfin le texte avec ses photos, et elle m'a invité pour ce que j'exprime, une certaine liberté de la femme, une certaine liberté de l'homme, et puis du couple aussi, et tout le côté transgenre et bouger les frontières entre l'homme et la femme et leur représentation qui des fois est normée, que moi j'essaye de dénormer. Ouais. Si tu devais te définir en 3 adjectifs, ce serait ? Liberté, sexualité, beauté. Et pour toi, Edgar, en 3 adjectifs? Non, je ne saurais pas te dire. Ah ouais. Bon, on te laisse réfléchir. Ouais. Tu me surprends là. Mais c'est vrai que c'est des terrains d'expérimentation. C'est travailler la beauté. C'est vrai que c'est une frontière qui c'est infime. La limite, on peut tomber dans le banal. On peut tomber dans la beauté. C'est quelque chose qui est en suspens. C'est un équilibre. C'est pas gratuit. Vénus, tu explores aussi la sexualité et l'homosexualité. Alors pourquoi ces thèmes particulièrement ? Parce que c'est ma sexualité, que je la questionne. Et ce que j'aime dans la sexualité, c'est que finalement, nos parents nous donnent des principes et nous apprennent la vie, mais notre sexualité, on se l'apprend nous-mêmes. On est autodidacte de notre sexualité. Et du coup, dans mon art, c'est ce que j'essaye aussi de faire, c'est d'être autodidacte dans cette recherche et d'essayer de l'exprimer de manière libre. Surtout libre. Et tu transmets donc. Exactement. Ouais. Alors tu as un rapport particulier aussi avec la liberté. C'est d'ailleurs le thème de l'exposition. Quel est ton message exactement ? Mon message, c'est d'être soi. Donc je présente une blonde qui représente Barbès avec un foulard et des poissons sains et ses bijoux de pacotille. On a un couple transgenre avec la femme qui est plutôt sobre, belle, juste dans son corps, et le mec est en jartel et à perruque. Et si c'est l'homme, c'est quelqu'un de poète et de chanteur qui clame la beauté de la vie. Ouais. Tout à l'heure, tu nous disais que tu faisais plein de choses. Une écharpe que tu as autour du cou, donc c'est de toi. Oui, je suis illustrateur et je développe une marque de foulards qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Ouais. Mais du coup, dans ces foulards, j'ai sorti des muses qui sont 2 jumeaux Easty-Westy, et c'est un garçon et une fille, jeunes et plutôt libres et espiègles. Et du coup, ils sont mon médium aussi pour véhiculer ces messages de liberté sexuelle, liberté d'esprit, liberté de... on a le droit d'être heureux, d'être joyeux, de profiter de la vie, d'être épicurien, de faire des farces, de s'amuser et de ne pas être... même si la vie est dure, d'être heureux. Oui, effectivement. C'est bien parce que tu as toujours le sourire en plus. Alors demain, un vernissage. Donc mon micro est invité, donc on ira donc filmer et assurer un sujet. Ça se passe où exactement? Alors ça se passe à la galerie L'Atelier de Belleville, rue de la Villette, et ça commence vers 19h avec des intervenants en musique toutes les heures à peu près pour faire des petits intermèdes bien. D'autres projets? D'autres projets, pour l'instant, non. Celui-ci était le dernier de l'année, et pour l'instant, c'est une collection de foulards en cours. Rendez-vous donc demain. À quel métro à Paris déjà? Métro, soit Bozzaris, soit Jourdain, dans le 19e, derrière les buts de Chaumont. Merci Vénus. Homo Micro.
finir un tour de table, Edgar, donc il y a bien sûr ton exposition, d'autres projets en vue? Des projets en vue, oui, un projet expo à la Galerie Monument toujours en ce moment. Je travaille surtout avec eux. Je pense que c'est l'année prochaine à Groningen. Ouais. Ouais. Tu auras l'occasion de... Oui, Eric? Puis il y a quelque chose qui doit passer sur France Télévisions, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais invité pour participer à un documentaire sur la virilité, qui est un sujet que je trouve totalement passionnant, sur le rapport de la virilité dans cette société. Ça va être sur France 2, réalisé par Cécile Dangean. Je pense en janvier, ça va être. Quand tu sauras, tu nous dis, et puis avec plaisir. On en touchera un petit mot ici. On en fera la promo. Tu iras, j'espère, de temps à autre voir des films bien sûr. Au festival Chéri Chéri. Hein. Bien sûr. Un homme viril qui dirige et qui préside Chéri Chéri, n'est-ce pas? Oui, c'est évident. Oui. Alors, tu avais d'autres choses à nous dire, Cyril, pour finir? Oui, venez. Déjà, qu'est-ce que je peux te dire pour le festival? Je suis à peu près dépourvu. À propos du festival. Oui, citons toujours une grande collection de courts-métrages. D'ailleurs, il y en a un qui est réalisé par Claudius Pan, qui est un jeune artiste performeur et qui joue aussi dans la série Les Engagés. Voilà, une compétition. Nos membres du jury, peut-être citer Océan, humoriste et comédien que vous connaissez probablement tous ici. Elisabeth Pérez, une productrice, et Christa Terray, actrice, et le réalisateur Camille Vidal-Naquet, qui a fait le film Sauvage, voilà, dont je parlais déjà tout à l'heure. Et il y a toujours il y a une mise en avant cette année aussi des francs-tireurs, c'est-à-dire des réalisateurs qui font des films, et des réalisatrices qui font des films justement hors normes, hors code, hors de production traditionnelle. Je pense en particulier à Anthony Kling, voilà, qui a une trilogie qui vient d'achever avec un film qui s'appelle Frigg, et Rémi Lange, qui est une figure incontournable du cinéma indépendant, queer, LGBT, et qui vient présenter son nouveau film L'œuf dur. Voilà. Merci. Alors, dis-nous, le premier film donc, du festival, ce sera... Le premier film, ce sera La Favorite de Yorgos Lanthimos. Voilà. Merci. On ira tous voir. Mehdi, quel est ton rêve dans le cinéma? C'est de jouer dans un grand film français, j'imagine? Mon rêve, je pense que c'est sûr, oui, c'est de travailler avec des réalisateurs et d'autres acteurs qui m'aident à grandir et puis qui me passionnent. Et c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de très bons réalisateurs. Donc oui, c'est sûr que j'ai envie de travailler avec des réalisateurs français plus souvent. Ouais, je suis sûr et on est sûr que tu iras très très loin et tu reviens quand tu veux au micro en tout cas. Merci beaucoup, Brahim. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vinus, donc à demain. Rappelle-nous l'adresse de ton exposition. 29 rue de la Villette, dans le 19e à Paris. Galerie L'Atelier de Belleville. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci pour ton invité, Eric Brulin. Merci Edgar. Merci Isabelle d'avoir réalisé pour la partie son, pour la partie film, Daniel. À très vite sur les différents réseaux sociaux. On vous embrasse. Au revoir. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neidbalk.